un fermier ruiné découvre une mère célibataire avec ses 2 enfants cachés dans sa grange. Ce qu'il fait ensuite va changer sa vie à jamais. Les collines du Limousin s'étendaient à perte de vue, parsemées de champs couleur paille et de bosquets silencieux. Sur l'un de ces plateaux érodés par le temps, la ferme de Pierre Arnaud se tenait droite, presque par orgueil, au milieu d'un silence tenace. À 52 ans, Pierre n'avait plus de force pour se battre contre les saisons, ni contre les chiffres rouges des relevés bancaires. Ses mains étaient encore calleuses, mais c'était par habitude, non par espoir. La dernière récolte avait été un échec cuisant, comme les 2 précédentes. Le blé n'avait pas levé, la pluie avait gorgé les racines et la sécheresse venue trop tôt avait achevé ce qui restait. Quant aux animaux, il n'en gardait plus que 3. 2 vaches maigres et une chèvre têtue, qui ne servaient de plus à rien, sinon à rappeler ce qu'il avait perdu. Le silence régnait dans la maison en pierre, troublé seulement par le craquement du bois sous les pas fatigués de Pierre. Depuis 6 ans, depuis que la maladie avait emporté Élise, son épouse, chaque pièce semblait s'être figée dans une sorte de deuil muet. Les photos sur le buffet prenaient la poussière. Les rires d'autrefois, ceux des repas en famille ou des disputes entre enfants, avaient été remplacés par le grincement du vent dans les volets. Ces enfants, maintenant adultes, vivaient loin. Camille, l'aînée, avait trouvé un emploi à Bordeaux et n'appelait que rarement. Maxime, plus instable, passait d'un travail à l'autre entre Lyon et Marseille. Aucun des 2 ne montrait l'intention de revenir sur cette terre épuisée. La ferme, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un fardeau. Les dettes s'étaient accumulées. Les appels de la banque devenaient menaçants. Pierre les ignorait, jusqu'à ce que les lettres recommandées s'entassent sur la table de la cuisine. Il n'y avait plus de plan, plus de lendemain prometteur. Chaque matin, il se levait par automatisme, nourrissait les bêtes, réparait ce qui devait l'être, arrosait les quelques plants survivants du potager. Puis il s'asseyait sur le banc en bois face au champ, regardant sans vraiment voir. Ce soir-là, le ciel s'assombrissait plus tôt que d'habitude. Un vent frais descendait des collines, soulevant la poussière du chemin de terre. Pierre, debout sur le seuil, observait l'horizon, une tasse de café tiède entre les mains. Il pensait à vendre une partie de la terre, mais à qui et pourquoi? Les acheteurs étaient rares, les jeunes fuyaient la campagne. Ceux qui restaient, comme lui, ne le faisaient que par attachement ou faute d'alternative. Il se souvenait des jours heureux quand les enfants couraient autour de la grange, quand Élise chantait en faisant les confitures, quand les voisins venaient prêter main forte aux moissons. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Aujourd'hui, même les voisins s'étaient éloignés, certains partis, d'autres devenus méfiants, jaloux ou simplement indifférents. Le monde rural s'était resserré sur lui-même et Pierre n'avait plus la force de s'y inscrire. Il rentra à l'intérieur, referma la porte et monta lentement les escaliers qui craquaient sous son poids. Dans la chambre, le lit défait prenait toute la place. Il s'allongea sans se déshabiller, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fixés au plafond. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme une vieille rengaine, ponctuant ses pensées d'une régularité cruelle. Il se sentait vide, pas seulement fatigué, mais vidé de ce qui faisait de lui un homme. Les jours se ressemblaient tous. La solitude ne le pesait pas comme une douleur aiguë, mais comme un poids sourd, constant. Il n'espérait plus vraiment. Il survivait. Et même cela, parfois, lui semblait de trop. Dans l'obscurité de cette nuit particulière, quelque chose changea pourtant. Un craquement lointain, à peine audible, se fit entendre dans la cour. Il ouvrit les yeux, tendit l'oreille. Un bruit de porte qu'on referme mal, peut-être un animal dans le foin. Il hésita, mais la fatigue l'emporta. Il ferma les yeux à nouveau, ignorant que ce petit bruit insignifiant allait bouleverser tout ce qu'il croyait immuable. La pluie tombait avec une régularité mélancolique sur les tuiles usées du toit. Il était près de 3 heures du matin lorsque Pierre ouvrit brusquement les yeux. Quelque chose, un bruit lointain mais distinct, l'avait arraché à un sommeil trouble. Le vent hurlait parfois dans les arbres, mais ce qu'il avait entendu était plus précis, plus proche. Un claquement de bois, peut-être la vieille porte de la grange qui s'était refermée contre le mur, ou le froissement d'un pas sur la paille. Il resta allongé quelques secondes, tendant l'oreille, son cœur battant plus fort que d'habitude, puis se leva, les jambes raides, attrapa la lampe torche posée sur la commode et enfila un vieux manteau. En sortant, il fut accueilli par une odeur de terre mouillée et de bois trempé. L'obscurité était presque totale,
à peine percée par le faisceau tremblant de sa lampe. La grange se tenait là, massive et sombre, à une trentaine de mètres de la maison. La pluie avait transformé le chemin de terre en une boue collante qui ralentissait ses pas. Chaque mouvement semblait plus lourd sous ce ciel chargé. Il atteignit la porte du bâtiment, dont un gond grinça sinistrement lorsqu'il la poussa. À l'intérieur, une odeur de foin humide et de vieux bois s'imposa. Il dirigea le faisceau de la lampe dans toutes les directions. Les balles de paille étaient là, les outils contre le mur aussi. Rien ne semblait déplacé à première vue. Pourtant, une sensation étrange persistait, comme si quelque chose clochait. Il descendit les quelques marches menant à l'espace, où il stockait de vieux sacs de grains et quelques cajots vides. C'est alors qu'il vit les empreintes. Petites, légères, mais nettes malgré la terre séchée. Des traces de pas qui n'étaient ni celles d'un animal, ni les siennes. Elles semblaient récentes, dessinées par un pied nu, ou presque, qui avait foulé la boue avant de marcher sur le sol de la grange. Il suivit le chemin de ces empreintes qui menait jusqu'à un recoin ombragé derrière une vieille charrette inutilisée. Là, il trouva ce qui confirma son trouble. Une couverture soigneusement pliée, un morceau de pain entamé posé à côté et une bouteille d'eau en plastique, à moitié vide. Il ne dit rien. Il ne cria pas. Il resta simplement là, immobile, à contempler la scène. Il y avait quelqu'un ou quelque chose qui avait trouvé refuge ici, mais à cet instant précis, il n'y avait personne à l'intérieur. Il pointa sa lampe dans tous les coins, inspecta les recoins les plus sombres, ouvrit même un ancien placard à outils. Rien. Le silence régnait de nouveau, seulement troublé par les battements accélérés de son propre cœur. Il s'agenouilla lentement pour observer de plus près. Le pain était du genre industriel, acheté dans un supermarché, pas le sien. La couverture était fine mais propre, comme si elle avait été récemment lavée. Ce n'était pas un sans-abri au hasard, pensa-t-il, ou du moins pas un de ceux qu'on imagine dans les grandes villes. Quelqu'un avait fait attention, avait voulu ne pas déranger. Il remarqua aussi un vieux cahier dissimulé à moitié sous la couverture. Il ne l'ouvrit pas. Il se redressa et regarda autour de lui comme pour deviner s'il était encore observé. Puis, sans dire un mot, il recula lentement, remit la couverture en place et ressortit de la grange. Il referma la porte aussi discrètement que possible et, sous la pluie toujours présente, retourna vers la maison. Il jeta un dernier coup d'œil derrière lui avant d'entrer. Dans la cuisine, il alluma la lumière et s'assit à la table, les mains jointes, la lampe posée à côté. Quelque chose dans son ventre tournait. Ce n'était pas de la peur, pas vraiment. C'était un mélange de surprise, d'inquiétude et d'une forme ancienne d'instinct protecteur. Il se souvenait des récits de guerre que son père racontait, quand des familles cachaient des gens dans les greniers ou les caves, et il se demanda s'il vivait quelque chose de semblable. Il resta éveillé longtemps. La pluie s'apaisa au lever du jour. Le ciel gris n'annonçait rien de bon, mais son esprit était fixé ailleurs. À la première lumière, il ressortit discrètement, reprit le même chemin jusqu'à la grange. Cette fois, il s'arrêta avant la porte, observa les alentours, puis poussa de nouveau le battant. L'intérieur était exactement comme il l'avait laissé. Les empreintes toujours visibles, les objets intacts. Il soupira, referma doucement et retourna vers la maison. La journée passa lentement. Il nourrissait les animaux mécaniquement, jetait de temps à autre un regard vers la grange. Il hésitait entre retourner inspecter ou attendre. Finalement, à la tombée de la nuit, il décida de préparer quelque chose. Un bout de pain frais, un peu de fromage, une pomme et une bouteille d'eau neuve. Il plaça le tout dans un sac en tissu et, sans bruit, s'approcha de la grange une fois encore. Il entra, déposa le sac à l'endroit même où se trouvait la couverture, puis ressortit. Il ne dit rien. Il ne chercha pas à comprendre davantage. Il n'appelait pas la gendarmerie. Il ne mettait personne en garde. Ce qu'il faisait, il ne pouvait même pas l'expliquer à lui-même. Il ne savait pas encore à qui il tendait la main. Mais dans le fond, peut-être n'avait-il pas besoin de savoir. Le simple fait qu'il y ait quelqu'un là, dans sa solitude figée depuis des années, suffisait à briser le rythme mortel de ses jours vides. Il rentra chez lui, le cœur un peu moins lourd. Il y avait désormais, dans la nuit de Pierre Arnaud, un murmure nouveau. Pas une voix, pas encore, mais un soupçon de présence, comme une respiration étrangère qui venait bousculer ces silences familiers. Le lendemain, l'aube se leva sur une campagne détrempée mais tranquille. La pluie de la veille avait laissé derrière elle une odeur de terre retournée et un ciel laiteux sans promesse.
Pierre avait peu dormi. Toute la nuit, des images floues de pas dans la boue, de couvertures pliées et de silences partagés l'avaient habité. Il ne savait toujours pas qui avait dormi dans sa grange, mais il sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il n'était pas confronté à une menace. Cette conviction, née de quelques empreintes et d'un morceau de pain, le tenait presque en paix. En début d'après-midi, après avoir terminé ses tâches quotidiennes avec plus d'empressement que d'ordinaire, il décida de retourner discrètement vers la grange. Il ne voulait pas alarmer l'éventuel occupant, ni le faire fuir. Il ouvrit la porte avec lenteur, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Le sac qu'il avait laissé la veille avait été déplacé. Le pain avait disparu, ainsi que la pomme. Il entendit alors un mouvement, un froissement rapide, presque un souffle. Il ne bougea pas, le regard fixé vers l'endroit d'où venait le bruit. C'est là qu'il la vit. Une femme, d'environ 30 ans, surgit lentement de derrière un tas de paille, suivie de près par 2 enfants. Elle se tenait droite, le menton levé, bien qu'un voile de peur traverse ses yeux. Ses vêtements étaient simples, légèrement sales, mais elle n'avait pas l'air d'une vagabonde. À côté d'elle, une petite fille au regard vif et un garçon plus jeune, le visage caché derrière sa sœur, se tenaient silencieux. La femme ne dit rien immédiatement. Pierre non plus. Le silence dura quelques secondes, chargé d'incompréhension et d'attente. Puis elle prit la parole, d'une voix ferme malgré la fatigue. « Je m'appelle Claire Dubois, s'il vous plaît. Ne prévenez pas la police. » Ces mots étaient clairs, directs, sans tentative de justification immédiate. Elle ne cherchait ni à s'excuser, ni à mentir. Ses yeux trahissaient l'attention d'une femme prête à fuir à nouveau, mais aussi la volonté farouche de protéger ce qu'elle avait de plus précieux, ses enfants. Pierre la regarda longuement. Il n'était pas homme à poser 1000 questions, mais il ne détourna pas les yeux. Il observa le visage de cette femme inconnue, creusé par la fatigue, marqué par l'inquiétude, mais digne. Elle ne suppliait pas. Elle demandait une chose, ne pas être dénoncée. Cela, et sans doute un peu plus, qu'elle n'osait formuler à voix haute. Les enfants restaient près d'elle. La fille, probablement 8 ans, semblait déjà méfiante comme une adulte. Le garçon, plus jeune, ne quittait pas sa mère du regard. Ils ne parlaient pas, mais tout dans leur posture évoquait la fuite, la prudence apprise dans l'urgence, la peur enracinée dans l'expérience. Pierre s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Vous êtes ici depuis combien de temps ?» Claire hésita. « 3 nuits, répondit-elle. Avant cela, on dormait. Ailleurs. » Elle ne précisa pas, et il ne demanda pas. Il hocha simplement la tête, fit un pas en arrière et laissa son regard parcourir les alentours de la grange. Il ne fait pas bon dormir ici. Trop d'humidité, pas de chauffage, pas d'eau courante. Claire haussa légèrement les épaules. Elle semblait attendre un verdict, une décision finale. Mais Pierre n'en donna aucun. Il resta simplement là, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi il ne pouvait pas leur dire de partir. Il tourna finalement les talons. « Je vais vous apporter de quoi vous laver un peu », dit-il avant de sortir. Claire ne répondit pas. Elle baissa les yeux, comme pour dissimuler une émotion qu'elle n'était pas prête à partager. Quand il revint, une vingtaine de minutes plus tard, avec une bassine, une vieille serviette et une savonnette, elle était toujours là. Les enfants, eux, étaient assis dans un coin silencieux, la petite fille tenant fermement la main de son frère. Il déposa les objets sans un mot, jeta un coup d'œil vers eux, puis repartit vers la maison, le pas lent mais décidé. Ce soir-là, il prépara un peu plus de soupe que d'habitude. Il plaça une partie dans un vieux pot à confiture, couvrit le tout, et une fois la nuit tombée, retourna silencieusement vers la grange. Il déposa le récipient à l'entrée, comme un geste sans prétention, sans attente. Il n'entendit aucun bruit, ne vit personne. Mais lorsqu'il retourna chez lui, un détail le fit s'arrêter sur le pas de la porte. Une lumière faible filtrait entre les planches de la grange. Peut-être une lampe de poche, peut-être une simple bougie. Mais elle était là. Claire, les enfants, ils existaient désormais dans son paysage. Pendant des heures, il resta assis près de la fenêtre, à contempler cette lueur lointaine. Il ne savait rien d'eux, à peine un nom, pas d'histoire. Mais il savait qu'il ne pouvait pas les ignorer. Leur présence réveillait quelque chose de profondément enfoui en lui, une sorte de devoir ancien, instinctif, presque animal. Il ne comprenait pas tout, mais il savait ceci. Il n'était plus seul. Le jour suivant se leva avec un ciel chargé de nuages sans que la pluie ne tombe. L'air restait saturé d'humidité, rendant les vêtements lourds et les gestes lents.
Pierre, comme chaque matin, se leva avant le lever du soleil. Pourtant, ce matin-là, il resta un instant assis au bord de son lit, les coudes sur les genoux, les yeux rivés au sol. Quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore s'il s'agissait d'un fardeau ou d'un appel. Mais la présence de Claire et des enfants avait introduit une faille dans sa routine usée. La veille, il avait laissé la soupe. Ce matin, le pot vide avait été soigneusement nettoyé et posé près de la porte de la grange, un remerciement silencieux. Il n'y avait ni mots ni gestes, seulement ce signe de respect, de reconnaissance discrète. Pierre ramassa le pot, le serra contre sa poitrine, puis repartit sans un mot. Dans la cuisine, il déjeuna en silence. 2 tartines sèches, un peu de café noir. Son regard se perdit à travers la fenêtre, vers la silhouette de la grange. Il se savait au bord d'une décision, une de celles qui ne se prennent pas en écoutant la raison ou les chiffres, mais en écoutant quelque chose de plus ancien, plus profond, que le monde moderne avait presque oublié. Il retourna à ses tâches, nourrir les vaches, vérifier la pompe du puits, ramasser quelques légumes du potager. Il remarqua, non sans un pincement, que plusieurs carottes avaient disparu. Ce n'était pas un vol, c'était une nécessité, et il n'en fut pas fâché. Il se surprit même à sourire en voyant que les fanes avaient été soigneusement remises en terre, comme pour dissimuler la récolte. Les enfants, sûrement. Vers midi, il se rendit à la grange avec une miche de pain, un morceau de fromage et un peu de lait dans une vieille bouteille en verre. Cette fois, il entra. Claire était là, assise contre le mur, les jambes repliées. Les enfants dormaient à ses côtés, recroquevillés sous la couverture. Elle se leva lentement, droite, les yeux rougis, mais fiers. « Je peux trouver un autre endroit, si c'est trop dangereux pour vous. » Pierre la fixa quelques instants, puis posa le petit sac au sol. « Je n'ai pas dit que vous deviez partir, » répondit-il. Elle sembla vouloir répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se contenta d'un hochement de tête. Pierre, sans s'attarder, fit demi-tour. Mais cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Il tournait dans son lit, chaque mouvement froissant les draps avec colère. Ce n'était pas de la peur qui l'agitait, ni même une inquiétude claire. C'était l'impression de marcher sur un fil tendu entre l'éthique et la survie. Il n'avait pas les moyens. Il peinait déjà à subvenir à ses propres besoins. Comment allait-il nourrir 2 enfants de plus, une femme, les bêtes, entretenir la maison, faire face aux créanciers? Et pourtant, les renvoyer lui semblait impensable. Une partie de lui s'en voudrait à jamais. Il ne pouvait pas, moralement, refermer la porte à ceux qui n'avaient nulle part où aller. Le lendemain, dès l'aube, il fit une chose qu'il n'avait plus faite depuis longtemps. Il entra dans le cellier, chercha quelques conserves de haricots et de tomates, compta les œufs du jour, coupa 2 parts de pain plus généreuses, puis il prépara 3 bols de lait chaud. Il plaça le tout sur un plateau et se rendit à la grange. Claire ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle le regarda, interdite, presque émue. Elle ne demanda rien. Il entra, posa le plateau sur une caisse en bois et regarda les enfants qui se levaient lentement, attirés par l'odeur du lait chaud. La petite tendit la main vers le bol, mais attendit un signe de sa mère. Claire hocha doucement la tête. « Ils s'appellent Léa et Simon, dit-elle finalement. Elle a 8 ans, lui 6. » Pierre hocha la tête sans un mot. Il s'assit sur un sac de toile, observant les enfants qui mangeaient avec lenteur, comme s'ils ne voulaient pas tout finir trop vite. Claire les regardait avec tendresse, la main sur le dos de Simon. Puis elle se tourna vers Pierre. « Je ne demande rien d'autre qu'un peu de temps. Juste quelques jours pour reprendre souffle. Ensuite, je trouverai un endroit. Je ne veux pas vous causer d'ennui. » Il la coupa d'un geste. « Personne ne vient ici. Et ceux qui viennent ne regardent pas bien. » Il se leva, saisit la bouteille vide de lait et ajouta « Vous pouvez rester ici pour l'instant, mais il faudra rester discret. Et si quelqu'un pose des questions, vous ne me connaissez pas. » Claire baissa les yeux puis acquiesça. Elle savait ce que ce geste signifiait. Ce n'était pas une promesse éternelle, c'était un sursis. Mais c'était plus que tout ce qu'elle avait eu depuis des semaines. À partir de ce jour, une routine fragile se mit en place. Pierre déposait chaque matin un petit panier à l'entrée de la grange avec de quoi manger, parfois un mot, parfois rien. En échange, il retrouvait le soir les déchets soigneusement rassemblés, la vaisselle lavée et les objets replacés. Aucun débordement, aucun cri, aucun désordre. Claire faisait tout pour que leur présence reste invisible. Mais le soir, en revenant des champs, Pierre commença à entendre des éclats de rire étouffés, discrets.
Léa qui racontait une histoire, Simon qui imitait un animal. Ces sons, d'abord perturbants, devinrent peu à peu familiers, puis presque attendus. Ils peuplèrent les silences habituels, ceux qui, depuis des années, pesaient sur les murs de Pierre. Pierre ne disait rien. Il continuait sa vie, un peu plus lentement, un peu plus attentivement. Il s'arrêtait plus souvent au jardin, regardait les arbres, les nuages. Il s'asseyait parfois sur le banc devant la maison, non pour reposer son dos, mais pour écouter. Le choix avait été difficile, mais il ne regrettait pas. Pas encore. Il sentait que quelque chose avait bougé. Ce n'était pas encore du changement, mais peut-être l'annonce d'impossible. Un battement différent dans le rythme monotone de ses jours. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'en avait pas peur. Les jours suivants passèrent avec une régularité fragile, comme si chacun d'eux risquait à tout instant de faire basculer ce nouvel équilibre. Pierre continuait à vivre sa vie avec discrétion, mais plus rien ne ressemblait exactement à l'avant. Il s'était habitué à préparer chaque matin une part de nourriture supplémentaire, à prêter attention au moindre bruit dans la cour, à compter le linge étendu dans le jardin comme un signal silencieux de la présence de Claire et des enfants. La grange n'était plus un simple bâtiment abandonné, elle était devenue le cœur invisible d'un lien naissant, un foyer secret. Claire, quant à elle, respectait une prudence presque militaire. Elle sortait rarement, et seulement très tôt le matin ou tard le soir, veillant à ne laisser aucune trace. Elle enseignait aux enfants à se taire dès qu'un bruit inconnu se faisait entendre, à ne pas courir, à ne pas rire trop fort. Léa, pourtant vive et curieuse, semblait comprendre intuitivement les règles de cette nouvelle vie. Simon, plus jeune, posait parfois des questions, mais acceptait les silences de sa mère comme des réponses suffisantes. Un après-midi, alors que le vent soufflait fort sur les champs et que Pierre réparait une clôture tombée près du verger, Claire apparut soudain à quelques pas. Il sursauta, peu habitué à la voir si près de la maison. Elle tenait un petit panier couvert d'un torchon. Ses pas étaient lents mais décidés. « Je voulais vous remercier, dit-elle sans détour, pour tout. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai fait un peu de soupe avec ce que vous avez laissé. Il en restait. » Pierre la regarda un instant, puis hocha la tête en prenant le panier. « Vous auriez pu le garder. J'en ai mis de côté pour les enfants, et je pensais que vous ne mangez pas très bien. » Un léger sourire effleura ses lèvres, et Pierre, décontenancé, détourna le regard. « Merci. » Ils restèrent un moment sans rien dire. Puis, comme mue par une nécessité intérieure, Claire ajouta « Je ne vous ai pas tout dit. » Pierre tourna les yeux vers elle. Elle semblait prête à parler, comme si elle avait mûrement pesé chaque mot depuis plusieurs jours. Elle s'assit sur une pierre à proximité, croisa les bras sur ses genoux et fixa un point dans le vide. « J'étais femme de ménage dans un petit hôtel à Toulouse. Rien de grand, mais je m'en sortais. C'est là que j'ai rencontré le père de Simon. Au début, il était charmant, drôle, très présent. Puis les choses ont changé. D'abord les colères, ensuite les cris, puis les coups. Toujours quand personne ne voyait. Et moi je me suis tu. » Pierre ne dit rien, il écoutait, les bras croisés, figé. Il n'était pas le père de Léa. Elle, je l'ai eue très jeune, mais il s'est imposé dans nos vies comme si tout lui appartenait. Petit à petit, il m'a isolé. J'ai perdu le travail. Les amis ont disparu, même mes parents. Je n'ai plus eu le courage de leur parler. Je ne voulais pas qu'ils sachent. J'avais honte. Elle marqua une pause, les yeux embués, mais aucun sanglot ne sortit. Elle avait déjà pleuré tout ce qu'elle pouvait. Un jour, il est allé trop loin. J'ai attendu qu'il parte, j'ai pris les enfants, et on a fui. Sans argent, sans plan. On a dormi dans une voiture abandonnée, dans une station-service, dans un garage en ruine. Puis j'ai pensé à ces routes de campagne que mes parents aimaient tant. Ils nous emmenaient en vacances ici, en Corrèze. C'est tout ce que j'avais. Un souvenir d'enfance et l'idée qu'ici, peut-être, personne ne nous chercherait. Pierre resta silencieux. Il n'avait pas de mots pour répondre à ce genre de vérité. Ce qu'elle avait traversé dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il pensait à ses propres douleurs, à la perte d'Élise, à la solitude, à l'épuisement. Mais face à Claire, ses souffrances semblaient différentes, comme si une autre échelle s'imposait. « Je ne cherche pas la pitié, continua-t-elle. Je ne veux pas rester indéfiniment cachée. Je veux juste un moment de répit pour trouver un travail, pour faire les démarches, recommencer. » Pierre acquiesça lentement. Il comprenait. Ou du moins, il sentait ce qu'elle voulait dire.
Il avait vécu toute sa vie à lutter contre les éléments, contre les chiffres, contre le vide. Elle avait lutté contre un monstre à visage humain. Chacun portait son propre désert. « Tant que je peux, vous avez un toit, dit-il enfin. Claire le regarda, les yeux rouges, mais secs. Elle ne répondit pas. Elle se leva, prit une profonde inspiration, puis repartit vers la grange. Pierre, seul à nouveau, resta un long moment immobile, le panier sur les genoux. Il ne savait pas s'il faisait le bon choix. Mais il savait que c'était le seul qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à percer le ciel, il ressortit dans la cour. Le silence habituel de la ferme n'était plus le même. Il n'était plus pesant. Il était habité. Et dans ce silence, il entendit, comme un écho très lointain, la voix d'Élise, sa femme, qui autrefois avait dit « Quand on n'a plus rien, il reste toujours à donner un peu de chaleur. » Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas seul dans l'obscurité. Le matin s'ouvrit sur un ciel limpide, une rareté ces dernières semaines. Le soleil glissait doucement sur les toits de la ferme, révélant les mousses vertes sur les tuiles, les fissures anciennes dans le bois, les herbes hautes le long des clôtures fatiguées. Pierre, comme à son habitude, se leva tôt, mais ce jour-là, il avait dans l'estomac une sensation sourde, une sorte d'inquiétude latente qu'il ne s'expliquait pas. Peut-être était-ce la confession de Claire encore fraîche dans son esprit, ou peut-être un simple pressentiment. Il observa longtemps la grange depuis la cuisine, le café encore chaud entre les mains. Plus tard, dans la matinée, alors qu'il réparait une roue de brouette derrière l'étable, une voix familière et nasillarde interrompit le silence. Toujours aussi matinal, hein, Pierre? Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir. Michel, le voisin du bas, veuf depuis 5 ans, bavard insatiable, curieux au-delà du raisonnable. Il se tenait à la lisière de la clôture, appuyé sur un vieux vélo, le regard vif. « Et toi, toujours aussi discret ?» rétorqua Pierre en se redressant. Michel esquissa un sourire, mais son regard fouillait déjà les alentours. Il ne venait jamais sans raison. Il était le genre d'homme à sentir le vent avant qu'il ne tourne, à flairer les secrets avant qu'ils ne soient formés. « J'ai cru voir du linge séché de l'autre côté. T'aurais embauché quelqu'un? Une femme de ménage, peut-être » ajouta-t-il, le ton faussement léger. Pierre répondit par un haussement d'épaules, tentant de garder son calme. « Juste un peu d'aide. La ferme est grande pour un seul homme. » Michel acquiesça, mais son œil ne quittait pas la direction de la grange. Il connaissait trop bien les lieux pour ignorer que cette partie-là, depuis des années, n'abritait plus rien d'autre que du vieux foin et des outils rouillés. Il paraît qu'on a vu des gens rôder du côté de l'ancien moulin. Une femme et des gosses. Les temps sont durs, hein, faut faire gaffe à qui on laisse entrer. Pierre sentit sa mâchoire se crisper. Il se contenta d'essuyer ses mains sur son pantalon et répondit sans le regarder. « Je sais encore à qui j'ouvre ma porte, Michel. T'en fais pas. » Le voisin ne répondit pas tout de suite. Il sembla évaluer la réaction, peser le poids des mots. Puis, avec un rire forcé, il enfourcha son vélo. « Allez, je te laisse à tes bêtes. Si tu veux un coup de main pour la moisson, tu sais où me trouver. » Et il disparut aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un parfum de suspicion et une tension qui ne retomba pas. Pierre resta quelques minutes debout, les bras croisés. Il savait que Michel allait parler. Peut-être pas à voix haute tout de suite, mais il observerait, guetterait, tirerait des conclusions. Il ne fallait pas grand-chose pour que tout bascule. Une erreur, un cri d'enfant, un linge oublié à sécher et tout le village serait au courant. Ce soir-là, il se rendit à la grange à pied, d'un pas rapide. Claire l'attendait près de la porte, les bras croisés. Elle avait perçu la tension dans l'air, comme une bête sans l'orage. Il lui raconta la visite de Michel, les sous-entendus, les regards. Elle pâlit, mais ne dit rien. Les enfants, à l'intérieur, jouaient avec de vieilles pommes de pin, inconscients du danger imminent. « Il faut qu'on soit encore plus discret, dit Pierre. Pas de linge dehors, pas de lumière la nuit, et pas un mot à personne. » Claire hocha la tête. Elle savait. Elle vivait depuis des mois dans cette vigilance constante, ce poids permanent du risque. « Je vais me faire oublier, murmura-t-elle. Je vais trouver autre chose, un hangar, une grange plus loin. » Mais Pierre l'arrêta d'un geste. « Tu ne vas nulle part, pas maintenant. Ce n'est pas le moment de fuir à nouveau. Laisse-moi gérer. » Le lendemain, un autre coup dur s'ajouta à cette tension. Un appel de Camille, sa fille. Elle parlait vite, comme toujours, pressée, emportée par une vie qu'il ne comprenait plus vraiment. Elle voulait savoir s'il avait reçu les documents de l'agence, des papiers de vente.
Elle envisageait de vendre une partie de la terre, pas beaucoup, disait-elle, juste ce coin près du bois qui ne servait plus à rien. Elle avait besoin de liquidité pour un projet. Et comme Maxime ne répondait jamais, elle prenait les choses en main. Pierre sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il tenta de l'interrompre, de lui demander d'attendre. Mais Camille n'écoutait que sa propre urgence. « Tu ne fais rien avec cette terre, papa, et tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vis dans un endroit en ruine. C'est pour ton bien aussi. » Elle promit de venir le week-end suivant pour discuter. Pierre raccrocha sans répondre. Il resta assis longtemps dans la cuisine. Le téléphone éteint sur la table, les mains serrées autour d'un verre vide. 2 menaces, 2 angles d'attaque. Michel, avec sa langue pendue, et Camille, avec sa volonté froide de modernité. 2 forces extérieures qui pouvaient briser le fragile abri qu'il avait construit. Claire sentit le changement dès qu'il entra dans la grange ce soir-là. Il ne dit rien, mais elle lut dans ses gestes la lassitude et la colère. Elle ne chercha pas à consoler. Elle lui tendit une tasse de tisane chaude, préparée avec des herbes ramassées autour de la ferme. Un geste simple, mais chargé de compréhension. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, en silence. Les enfants dormaient, serrés l'un contre l'autre. Pierre regardait les poutres du plafond, les ombres projetées par la faible lueur de la lampe. Il murmura, presque pour lui-même, « Ils veulent tout reprendre. Les voisins, la banque, même mes propres enfants. » Claire répondit doucement, sans détour. « Alors il faut leur prouver que ce que tu as vaut la peine d'être gardé. » Les jours s'étiraient lentement, chargés d'un silence tendu, ponctué de gestes mesurés. La grange restait fermée le jour, vivante la nuit. Claire et les enfants s'y faisaient petits, invisibles. Pierre, lui, composait avec l'urgence dissimulée. Il anticipait les visites, écoutait les rumeurs, vérifiait les clôtures et guettait l'humeur du village comme on surveille les nuages avant l'orage. Tout pouvait basculer à tout moment, mais cette incertitude n'était plus seulement une menace. Elle était aussi moteur d'un mouvement inattendu, une reconstruction lente, discrète, presque instinctive. Un matin, en allant chercher des œufs dans le vieux poulailler, Pierre trouva Claire accroupie près du potager, à moitié envahie par les herbes. Elle portait un vieux pull roulé jusqu'au coude, les mains couvertes de terre. Autour d'elle, Léa retirait les mauvaises herbes, concentrées, tandis que Simon courait après un lézard. Pierre les observa quelques instants sans intervenir. Claire leva les yeux, le visage taché de sueur et de poussière. « Ce coin de terre peut encore donner quelque chose. Les betteraves sont en train d'étouffer là-dessous, » dit-elle en désignant un carré presque oublié. Pierre hocha lentement la tête. Il posa le panier d'œufs à ses pieds. « Il y a des outils dans le hangar, tu peux te servir. » Ce fut la seule réponse. Mais le lendemain, elle avait déjà nettoyé une autre parcelle. 2 jours plus tard, Léa plantait des graines de radis avec une précision appliquée. Simon arrosait avec une bouteille percée. Claire réorganisait, aplanissait, semait. Elle ne demandait pas, elle faisait. Elle ne prenait pas de place, elle en créait. Le jardin reprenait vie sans bruit. Pierre se surprit à sortir plus tôt, à observer leur travail, à prêter main forte sans qu'on le lui demande. Il retrouvait, sans le dire, une certaine joie simple dans l'effort partagé. Quand Claire proposa de remettre en état l'abri à outils, il n'hésita pas. Ensemble, ils déplacèrent des planches, réparèrent les charnières, nettoyèrent le toit. Ils ne souriaient pas encore, mais ils ne fronçaient plus les sourcils en permanence. Une fin d'après-midi, alors que le soleil dorait les murs de pierre, Claire entra dans la cuisine, un carnet à la main. Elle avait noté des idées, griffonné des chiffres, esquissé un plan. Si on fait des confitures, des conserves avec ce qu'on récolte, on pourrait les vendre à la petite foire de la place. Le samedi matin, il y a des stands de producteurs. Rien d'officiel, mais les gens du coin achètent. Pierre leva les yeux de son assiette, surpris. Personne ne va acheter mes vieux légumes. Ils n'achèteront pas tes légumes. Ils achèteront les pots de confiture que je vais faire avec, et les petits bocaux de tomates séchées, et les soupes. Elle parlait vite, avec énergie. Il la regardait sans l'interrompre, fasciné malgré lui. Cette femme, venue de nulle part, trouvait dans les restes de sa vie un futur qu'il n'avait jamais envisagé. Il faudrait juste quelques bocaux, du sucre, peut-être des étiquettes simples. Il hésita. L'idée lui semblait à la fois ridicule et lumineuse. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il n'avait jamais vendu à des foires. Il n'aimait pas les foules, ni les échanges superficiels. Mais il regarda Claire, ses mains tachées d'encre, ses yeux brillants, et il ne dit pas non. « On peut essayer », souffla-t-il.
Et c'est ainsi que le lendemain, elle se mit à la tâche. Elle stérilisa de vieux bocaux trouvés dans le grenier, récolta les dernières fraises du jardin et fit mijoter des heures durant une marmelade épaisse et parfumée. Léa découpait des morceaux de tissu pour couvrir les couvercles. Simon dessinait de petites étiquettes. Pierre passait de temps à autre, prétendant surveiller la cuisson, mais en réalité, il était attiré par l'agitation douce qui régnait dans la cuisine. Les rires, les chamailleries, l'odeur sucrée, tout cela réveillait en lui une nostalgie brutale. Il se revoyait, 20 ans plus tôt, regardant Élise remplir des pots de poire, les cheveux noués, les joues rouges. Il ne disait rien, mais chaque geste de Claire semblait raviver un souvenir endormi. Le samedi arriva. Claire, vêtue d'une robe simple, les cheveux attachés, chargea un panier avec une dizaine de pots soigneusement étiquetés. Pierre l'accompagna jusqu'à la place du village, une première en plusieurs mois. Il ne se mêlait plus au marché depuis longtemps, mais cette fois, il restait à ses côtés, silencieux mais présent. Les premières heures furent lentes. Les passants jetèrent des regards. Certains s'arrêtaient, prenaient un pot, le reposaient. Puis une femme âgée, reconnaissant Pierre, s'approcha. « C'est vous qui faites ça maintenant ?» Pierre allait répondre, mais Claire prit la parole, naturelle. « Je les prépare, mais c'est chez lui que ça pousse. C'est un travail d'équipe. » La vieille dame sourit, prit un pot, sortit quelques pièces. Bientôt, 2 autres personnes vinrent, puis une mère de famille, un jeune homme à vélo. À midi, la moitié des pots étaient répartis. Claire rangea les derniers avec soin, le visage rayonnant. Elle n'avait rien dit, mais l'éclat dans ses yeux suffisait. Sur le chemin du retour, Pierre marcha à côté d'elle, un sac vide à la main. Il ne parla pas beaucoup, mais arrivé à la ferme, il dit simplement « On pourra planter plus de fraises l'an prochain ». Claire sourit en silence. Elle comprenait ce que cela signifiait. Ce n'était pas juste une phrase, c'était un consentement, une ouverture, une racine plantée dans un sol longtemps stérile. Ce soir-là, dans le calme revenu, Pierre s'assit sur le banc devant la maison. Il regarda la grange, le jardin, la lumière dans la cuisine où Claire préparait le dîner. Ce qu'il voyait n'était pas encore une famille, ni un foyer, mais c'était une promesse ténue, fragile, tissée de gestes simples, de regards muets et de décisions lentes. Une promesse que la vie pouvait peut-être reprendre là où elle s'était arrêtée. Le soleil s'était installé sur la campagne comme un baume. Les jours s'égrenaient dans une routine douce et nouvelle. Le potager verdissait de nouveau, les étagères de la cuisine s'emplissaient de bocaux colorés, et l'air de la maison, jadis figé dans la poussière et le silence, était à présent habité de bruits discrets. Le cliquetis des cuillères, le rire contenu d'un enfant, le froissement d'un torchon. Claire avait trouvé sa place sans l'imposer. Pierre laissait faire, parfois étonné par sa propre tolérance, souvent ému sans oser le montrer. Les samedis au marché devenaient une habitude. Claire y allait avec Léa, pendant que Pierre restait avec Simon à la ferme. L'enfant l'aidait à nourrir les poules, courait après les papillons ou restait silencieux à ses côtés, absorbé par le moindre geste. Il n'y avait pas besoin de mots entre eux. Pierre n'était pas homme de discours, et Simon, timide, semblait comprendre le langage des silences. Mais un samedi, une ombre glissa sur cette tranquillité. Claire, de retour du marché, avait le visage fermé. Elle ne dit rien tout de suite. Pierre la regarda déposer le panier à moitié vide sur la table, puis la vit s'asseoir lentement, les mains crispées autour d'un torchon. « Léa a parlé », dit-elle enfin. Pierre fronça les sourcils. « Parler ? À qui ?» « Un homme. Il portait un blouson gris, lunettes noires. Il semblait gentil. Elle s'était éloignée un peu du stand pour regarder les fleurs. Il l'a abordée, lui a demandé si elle habitait dans le coin, où était sa maman. Elle a répondu. Elle a dit que c'était moi, que je faisais des confitures à la ferme d'un monsieur qui s'appelait Pierre. Elle ne savait pas. Elle croyait bien faire. Claire avait dit cela avec calme, mais Pierre percevait la panique contenue, l'effroi derrière la voix. Il resta silencieux un instant, tentant d'évaluer les conséquences. Puis il demanda. « Il est resté longtemps ?»« Non. » Il a souri, remercié Léa, puis est parti. Mais il savait, il a compris. Les jours suivants, une tension électrique s'installa. Claire veillait encore plus tard, surveillait la cour la nuit, écoutait le moindre bruit. Les enfants restaient à l'intérieur, interdits de jeu dehors. Pierre fit un tour du domaine, vérifia toutes les portes, ferma chaque issue. Il installa un verrou neuf sur la grange et dissimula les affaires de Claire dans de vieilles caisses à pommes.
au cas où une fouille inattendue surviendrait. Puis, 3 jours après cet épisode, une voiture blanche s'arrêta devant la ferme. Une femme en sortit, accompagnée d'un homme à l'allure administrative. Elle montra une carte, se présenta comme assistante sociale. Elle disait vouloir vérifier des informations reçues de façon anonyme concernant des enfants potentiellement en situation irrégulière. Claire, derrière un volet entrouvert, vit la scène depuis la cuisine. Elle pâlit, s'accrocha au rebord de l'évier et murmura « Ils sont venus ». Pierre s'avança vers les visiteurs, les mains dans les poches, le visage fermé. Il les reçut devant la porte, ne les laissa pas entrer immédiatement. Il ne leur mentit pas, mais pesa chaque mot. « Il y a des enfants ici, oui. Ce sont ceux d'une amie. Elle m'aide dans la ferme. Elle loge temporairement dans la dépendance. » La femme nota, hocha la tête. Elle demanda à voir les lieux. Pierre hésita, puis ouvrit la porte de la cuisine. Claire était là, droite, les enfants près d'elle, silencieux. Elle n'essaya pas de fuir, ne chercha pas à se cacher. Elle affrontait la situation, le regard durci par des mois de peur. « Vous êtes la mère ?» demanda l'homme. « Oui », répondit-elle. « Claire Dubois. J'ai quitté mon domicile pour fuir une situation de violence. Je suis en cours de démarche pour me régulariser. Je n'ai pas encore trouvé d'hébergement officiel. Alors M. Arnaud m'a offert un abri temporaire. » Les mots étaient clairs, nets. Mais dans les yeux de l'assistante sociale, Pierre vit se refléter autre chose. Une inquiétude institutionnelle, un soupçon administratif, un doute qui ne tenait pas à la vérité, mais aux cases à cocher. Ils prirent des notes, demandèrent les papiers, puis repartirent avec la promesse de revenir avec un cadre plus formel. Claire s'effondra une fois la voiture disparue. « C'est fini. Ils vont me prendre les enfants. Je n'ai rien. Pas de contrat, pas de logement, pas de garantie. » Pierre resta près d'elle, la main sur son épaule. « Tu n'es pas seule. » Elle releva les yeux, mais il n'en dit pas plus. Cette phrase suffisait. C'était une promesse, un engagement qu'il n'avait jamais formulé pour personne d'autre que sa propre famille. Ce soir-là, il se rendit dans la vieille chambre d'Élise. Il fouilla dans les tiroirs, chercha dans les boîtes à souvenirs. Il trouva une lettre, une vieille note que sa femme avait écrite des années auparavant. Un extrait de journal intime. Elle y parlait d'une idée, presque une conviction. Un jour, cette maison accueillera ceux qui n'ont plus rien, comme mes parents l'ont fait pendant la guerre. Les murs sont faits pour ça. Pierre lut ces lignes plusieurs fois. Il sentit le poids du passé se mêler à celui du présent. Élise avait su, elle avait prévu. Pas ce moment exact, pas ces visages, mais l'essence même de ce qu'il vivait. Le lendemain matin, Pierre commença à rédiger une déclaration. Il y expliquait que Claire était engagée comme aide agricole temporaire, qu'elle logeait sur place dans l'attente d'un emploi officiel, que les enfants étaient en sécurité, nourris, suivis. Il relut plusieurs fois, chercha les bons mots. Il voulait que ce soit juste. Il ne s'agissait plus de couvrir quelqu'un, mais de défendre une réalité. Ici, une famille reprenait vie. Claire, en lisant la lettre, pleura pour la première fois devant lui. Pas de panique, pas de terreur. Une émotion pure, sans défense. Les jours suivants furent tendus. Il s'attendait à une nouvelle visite, à des questions, à des papiers. Mais dans l'attente, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la peur qui dictait leurs gestes, c'était la volonté de rester, de prouver, de reconstruire. Même si le combat ne faisait que commencer, ils étaient prêts. Les jours s'étaient faits plus longs, saturés de silence, inquiets. Chaque matin, Pierre se réveillait en retenant son souffle, comme si les autorités allaient frapper à la porte à l'aube. Claire vivait suspendue entre espoir et panique. Les enfants se faisaient discrets, trop sages, comme s'ils comprenaient que tout dépendait de leur invisibilité. La maison, malgré les rires parfois volés au potager ou les odeurs de confiture encore suspendues dans l'air, s'était chargée d'une tension que même le soleil ne parvenait plus à dissiper. Une nuit, alors que le sommeil refusait de l'emporter, Pierre descendit au rez-de-chaussée, une bougie à la main. Il n'alluma pas la lumière. Il erra dans la maison comme un homme en quête d'un souffle ancien. Ses pas l'amenèrent dans le salon, devant l'armoire d'acajou où il conservait les papiers de la famille. Il n'y avait pas mis le nez depuis longtemps, préférant éviter les souvenirs figés dans les plis des lettres, les odeurs d'encre et de vieux papiers. Il ouvrit les tiroirs, lentement. Des enveloppes, des certificats, des carnets. Il fouilla sans but précis jusqu'à ce qu'un petit paquet ficelé attire son attention. Une dizaine de lettres,
soigneusement attachées avec une cordelette effilochée, au papier jauni par les années. Sur la première enveloppe, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis longtemps, Élise Arnaud. L'écriture penchée de sa femme, si reconnaissable, le frappa au cœur. Il hésita un instant, puis s'assit et lut. Les premières lettres étaient anodines, pleines de détails domestiques, de mots tendres adressés à une amie, peut-être une cousine. Mais au fil des pages, une autre voix se révélait, plus grave, plus déterminée. Élise écrivait sa colère face aux injustices qu'elle voyait, sa honte devant l'indifférence des autres. Elle parlait de familles jetées à la rue, d'enfants perdus dans des procédures. Elle écrivait qu'un jour, elle rêvait de transformer la ferme en lieu d'accueil. Une lettre, en particulier, fit trembler les mains de Pierre. Élise y racontait un épisode survenu pendant sa jeunesse. Elle n'avait jamais mentionné cela. Elle racontait qu'en 1944, ses parents avaient caché une famille juive dans cette même grange, au péril de leur vie. Elle avait 6 ans à l'époque, se souvenait à peine des visages, mais se rappelait parfaitement la peur, le silence, les battements de cœur dans l'obscurité. Et elle terminait la lettre par ces mots. « Nous avons une dette. Si un jour quelqu'un frappe à notre porte, il faudra répondre comme ils ont répondu. » Pierre resta longtemps immobile, la lettre posée sur les genoux. Ces mots, écrits il y avait des décennies, semblaient en parler directement à lui. Claire n'avait pas frappé. Elle s'était glissée, discrète, fragile. Mais elle avait fait renaître une histoire plus ancienne, réveiller un devoir qu'il ignorait lui-même avoir hérité. Ce n'était pas seulement une question de charité et de compassion, c'était une continuité, un fil tissé à travers les générations. Ce qu'il faisait n'était pas un choix, c'était une fidélité. Au petit matin, il montra les lettres à Claire. Elle les lut avec lenteur, les doigts tremblants. Lorsqu'elle leva les yeux, ils étaient humides, mais son regard était calme. « Vous auriez pu choisir de ne rien dire, de nous ignorer. Vous aviez toutes les raisons. J'en avais une seule de plus pour ne pas le faire, » répondit-il simplement. Elle lui rendit les lettres, mais il refusa. « Garde-les. Ce sont aussi ton histoire maintenant. » Cette journée-là, Pierre appela un ami d'enfance, notaire retraité, discret, loyal. Il lui expliqua la situation, demanda conseil. Ensemble, ils rédigèrent une déclaration simple, datée, signée, expliquant l'hébergement de Claire, la nature de son aide sur la propriété, la situation des enfants. Le notaire accepta de la légaliser, sans poser plus de questions. Ce geste, modeste en apparence, était en réalité une barrière contre l'arbitraire, une protection écrite, un bouclier fragile mais réel. Pierre rangea la copie de la déclaration dans la cuisine, dans une boîte métallique où il gardait ses papiers les plus importants. Claire, de son côté, reprit les démarches administratives qu'elle avait mises en pause par peur. Elle écrivit à une association, demanda un rendez-vous à la mairie, se rendit au centre social voisin avec les enfants. Petit à petit, elle réinscrivait sa vie dans le monde. Mais la menace restait. Pierre savait que le combat n'était pas terminé. Les regards de Michel se faisaient plus insistants. Les visites de Camille se rapprochaient. Et chaque jour qui passait, bien qu'empli d'une certaine lumière retrouvée, portait aussi l'ombre d'un compte à rebours invisible. Pourtant, malgré tout cela, Pierre ne doutait plus. Il avait fait son choix. Il n'était plus simplement le vieux fermier replié sur lui-même, abattu par les saisons et les dettes. Il était devenu, sans l'avoir cherché, le gardien d'une histoire plus grande que lui. Claire, Léa, Simon. Ils n'étaient pas des intrus. Ils étaient les nouveaux visages d'une mémoire que la terre elle-même semblait avoir retenue. Ce soir-là, il retourna dans la grange, s'assit sur une botte de foin et regarda les enfants dormir. Claire tricotait à la lueur d'une petite lampe, silencieuse. Il l'observa longuement, puis dit d'une voix calme « Il y a eu une autre famille ici, il y a très longtemps. Ils avaient un peur aussi. Ils se cachaient. Mes parents les ont protégés. C'était dangereux. Mais ils l'ont fait. » Claire ne répondit pas. Elle posa doucement le tricot, se leva et s'assit à ses côtés. Il ne chercha pas ses mots, elle ne posa pas de questions. Ils restèrent là, côte à côte, comme deux témoins d'un passé redevenu présent. Il n'y avait pas besoin de discours. Tout était dit dans les gestes, dans les silences partagés, dans les lettres que la mémoire avait su conserver. Le vent d'automne balayait les collines avec une fureur nouvelle, annonçant l'hiver à venir. Les arbres, déjà dépouillés de leurs feuilles les plus fragiles, semblaient résignés à la saison froide. À la ferme, la chaleur n'était plus que celle des cuisinières en fonte et des corps réunis dans la cuisine.
Malgré la certitude que la tempête administrative ne tarderait plus à frapper, Pierre et Claire continuaient leur routine. Pas par naïveté, mais par défi tranquille. Le potager était presque vidé, les conserves empilées par dizaines, et les enfants reprenaient un peu d'enfance, dessinant sur de vieux papiers, récitant à voix basse des poèmes que Claire leur faisait apprendre. Puis un mardi à la fin du mois, elle arriva. La voiture grise s'arrêta au bout du chemin, suivie d'un véhicule officiel. 2 hommes en costume, une femme aux cheveux strictement attachés, un uniforme de gendarmerie. Ils sortirent, s'approchèrent de la maison avec la lenteur solennelle des gens convaincus de leur bon droit. Pierre, qui coupait du bois non loin, s'essuya les mains et s'avança sans hâte. Il savait. Il avait espéré plus de temps, mais il n'était pas surpris. « Monsieur Pierre Arnaud » commença le plus jeune des hommes, sortant un document plastifié. « Nous sommes ici sur mandat de vérification, conformément à la procédure déclenchée par les services sociaux. Nous avons des raisons de croire que vous hébergez des personnes sans droit ni titre, avec présence de mineurs en situation irrégulière. Nous devons procéder à une inspection. » Pierre les fixa longuement, le regard dur mais calme. Il ne protesta pas. Il n'essaya pas de les retenir. Il les laissa entrer. Claire les vit depuis la fenêtre. Elle prit immédiatement les enfants par la main, les fit asseoir dans le salon. Ils ne comprenaient pas tout, mais Simon tremblait. Léa, elle, fixait la porte, droite comme un piquet, serrant les mâchoires. Claire, elle, était d'une pâleur extrême, mais elle n'était plus la femme fuyante du début. Elle se leva, ferma les yeux un instant, puis se dirigea vers les visiteurs. La responsable des services sociaux la salua froidement, demanda ses papiers, vérifia l'état des enfants. Elle notait, cochait, photographiait. Pierre restait à ses côtés, sans un mot. Lorsqu'ils exigèrent de voir le logement, il les mena à la grange, transformée depuis peu en abri digne, propre, organisé. Claire avait même cousu des rideaux avec d'anciens draps. Les lits étaient faits, les habits pliés. Rien d'indigne, rien de honteux, mais les regards restaient froids. Vous comprenez, monsieur Arnaud, que vous vous exposez à des sanctions. Ce type d'hébergement sans déclaration, sans encadrement légal, est considéré comme hébergement illicite. Et vous, madame Dubois, vous êtes en situation d'irrégularité manifeste, tant sur le plan du travail que de la résidence. Claire voulut répondre, mais Pierre la devança. J'ai rédigé une déclaration, je l'ai faite légaliser, elle travaille ici, elle m'aide. Je l'ai embauchée comme aide agricole temporaire. Je vous invite à lire. Il tendit le document signé par le notaire. Le fonctionnaire le prit, le lut, fronça les sourcils. Ce papier n'est pas suffisant. Il ne justifie pas de la situation des enfants, ni d'un contrat formel. Claire se leva. Sa voix était tremblante mais déterminée. J'ai entamé les démarches pour obtenir la garde définitive des enfants à ma nouvelle adresse. J'ai écrit à l'association Enfance et Famille. J'ai un rendez-vous prévu la semaine prochaine. Je ne fuis plus. Je ne cache plus rien. Un silence pesant s'installa. Les regards se croisèrent. Le gendarme, jusqu'alors muet, s'avança. Et les enfants? Ils vont à l'école? Claire baissa les yeux. Pas encore. J'avais peur. Mais je suis en train de préparer les papiers. Pierre prit la parole. Et en attendant, je leur enseigne. On lit, on écrit, on compte. Je fais ce que je peux. La responsable des services hocha la tête, presque lasse. Ce n'est pas à vous de faire. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est juste. Elle se tourna vers Claire. Vous devez vous présenter sous 10 jours au service des étrangers de la préfecture, avec ou sans rendez-vous. Sinon, une procédure d'expulsion pourra être enclenchée. Puis, elle fit signe à ses collègues. Les 3 repartirent aussi solennellement qu'ils étaient venus, sans cris, sans menottes, mais en laissant derrière eux une maison tremblante, une femme vidée, un homme soudain pluvieux. Claire s'assit sur une chaise, le visage entre les mains. Pierre resta debout. Il observait le vide laissé par ces visiteurs de l'État comme on observe les traces d'un orage. Il savait que ce n'était pas fini, que le pire pouvait encore venir. Mais au fond de lui, quelque chose refusait l'abandon. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Claire resta silencieuse près du feu. Pierre, debout devant la fenêtre, dit d'une voix lente « Tu n'iras pas seul à la préfecture. Je viendrai avec toi. Et s'il faut expliquer à 20 personnes pourquoi tu vis ici, je le ferai. » Elle leva les yeux. Ses larmes ne coulaient plus, mais elles restaient là, suspendues dans un regard chargé de fatigue. « Je ne veux pas qu'on vous prenne tout ça, Pierre. Je ne veux pas que vous perdiez la ferme à cause de nous.
Ce n'est pas la ferme qui me fait vivre, Claire, c'est vous. » Et ce soir-là, pour la première fois, il lui serra la main, longuement, comme un serment silencieux, comme un homme qui ne fuit pas, même lorsque le jugement frappe à sa porte. L'air était chargé de cette tension silencieuse que seule une attente prolongée peut créer. La ferme semblait suspendue dans un état de veille. Chaque craquement du bois, chaque bruissement dans la cour suffisait à réveiller les craintes qui s'étaient installées depuis la visite des autorités. Claire se déplaçait lentement, presque furtivement, et les enfants avaient cessé de courir ou de chanter comme ils le faisaient quelques jours auparavant. Pierre, quant à lui, gardait une posture rigide, attentive, comme un animal prêt à défendre son territoire. Puis un dimanche matin, une silhouette familière apparut au bout du chemin de gravier. Camille, la fille aînée de Pierre, venait d'arriver sans prévenir. Elle avançait d'un pas décidé, le portable à la main, ses cheveux attachés en un chignon parfait, les yeux protégés par de grandes lunettes de soleil. Pierre, qui réparait une barrière près du verger, la vit avant qu'elle n'atteigne la cour. Il se redressa, essuya ses mains, mais ne s'avança pas à sa rencontre. « Tu ne répondais pas, dit-elle en retirant ses lunettes. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas. »« Tout va, répondit-il simplement. »« Vraiment ? J'ai entendu parler d'une inspection, de la visite d'un assistant social, d'un hébergement illégal. Tu veux qu'on en parle ici, devant tout le monde ?» Claire, à l'intérieur, avait entendu les voix. Elle approcha lentement de la porte, juste assez pour écouter. Léa et Simon restèrent derrière elle, silencieux. Ils ne comprenaient pas tout, mais percevaient la gravité de chaque mot, de chaque silence. Camille entra dans la cuisine sans attendre d'invitation. Elle regarda autour d'elle, remarquant les dessins accrochés au mur, les chaussures d'enfants près de la porte, les casseroles sur le feu. Elle se tourna vers son père, les bras croisés. « C'est donc vrai. Tu héberges une femme, 2 enfants, sans contrat, sans papier. Tu prends des risques insensés, papa. La ferme est déjà en danger. Si tu continues comme ça, ils vont tout saisir. » Pierre resta calme. « Tu veux vendre la terre. Tu as toujours voulu te débarrasser de ce bout d'histoire. Moi, je veux qu'elle continue. » « Continuer avec quoi, ces gens? Tu ne les connais même pas. » Cette phrase, jetée comme une accusation, résonna étrangement. Claire fit un pas en avant, se montrant enfin. Elle portait un simple pull gris, les cheveux attachés, le visage pâle mais digne. « Je m'appelle Claire Dubois. J'ai fui une vie qui menaçait celle de mes enfants. Je ne suis pas venue ici pour voler quoi que ce soit. Je voulais juste un peu de paix. Votre père m'a offert un abri, du respect et la chance de reconstruire quelque chose. Pas par charité, mais par humanité. » Camille la fixa, déstabilisée par ce ton posé, cette absence de plainte ou d'excuse. Puis, sans prévenir, Léa entra à son tour. Elle tenait un petit cahier qu'elle tendit à Camille. « J'ai écrit une histoire sur la ferme, sur Pierre et sur maman. Tu veux lire ?» Camille hésita. Elle prit le cahier, le feuilleta. Des dessins maladroits, des phrases d'enfant mais une sincérité évidente. Pierre restait en retrait, les bras croisés. Il savait que rien ne se gagnerait par la force. C'était à Camille de comprendre ou de refuser. Elle sortit quelques minutes après, le cahier toujours en main. Elle marcha dans la cour, observa les rénovations, le potager remis à neuf, les arbres taillés. Elle se souvenait d'un lieu froid, austère, plein de silence et de solitude. Et pourtant, aujourd'hui, elle voyait des vêtements d'enfants séchant au soleil, des traces de jeux dans la terre, une cuisine qui sentait le pain chaud. Quand elle revint vers son père, son ton avait changé. « Tu sais, papa, ce qu'il y a ici, maintenant, c'est vivant. Je ne m'attendais pas à ça. » Pierre ne répondit pas tout de suite. « Ce n'est pas facile, Camille. Mais c'est juste. » Elle hocha la tête. « Et si, au lieu de vendre, on proposait autre chose? J'ai un ami à la mairie. Il travaille avec les associations locales. Il m'a parlé d'un programme d'accueil temporaire pour femmes en difficulté. Il cherche des lieux pour loger, pour travailler, pour créer du lien. Tu pourrais officialiser ça. Garder la ferme, mais la transformer. En faire un projet. » Pierre écouta sans l'interrompre. Claire, derrière lui, retenait son souffle. « Tu penses que c'est possible ?» murmura-t-elle. « Si on fait les choses bien, oui. Il faudra des papiers, des démarches, un plan. Mais ce que vous avez commencé ici, c'est ce qu'ils cherchent. De la terre, de l'autonomie, de la transmission. Et puis, ça te permettrait, papa, de ne pas être seul dans cette lutte. » Pierre posa la main sur l'épaule de sa fille. Il ne souriait pas,
mais son regard était moins sombre. Il voyait, pour la première fois depuis longtemps, une alliance possible. Le soir même, autour de la table, ils mangèrent ensemble. Camille parla avec Claire des projets à venir, des démarches administratives, des subventions possibles. Les enfants, ravis de l'ambiance, jouaient sous la table. Pierre, silencieux, écoutait, absorbait chaque mot, chaque geste. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose basculait enfin dans le bon sens. Le lendemain, Camille téléphona à son contact à la mairie. Elle expliqua la situation, insista sur la discrétion nécessaire, sur l'urgence. Une réunion fut prévue. Pierre y assisterait, accompagné de Claire. Ils présenteraient leur projet, leur expérience, leur volonté de continuer. La ferme, autrefois au bord du précipice, devenait un point d'ancrage, une base pour d'autres renaissances. Ce retournement n'était pas un miracle. Il ne réglait pas tout, mais il offrait une ouverture, une direction. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre se coucha en pensant à demain non comme une menace, mais comme une possibilité. Les jours suivants prirent une allure différente. Il ne s'agissait plus seulement de survivre ou de cacher. Quelque chose de fondamental avait changé. Pierre n'était plus seul dans sa lutte, et Claire, désormais épaulée par Camille, commençait à voir un avenir s'ouvrir devant elle. La peur ne dictait plus chaque geste. Elle existait toujours, sourde et tapie dans les replis du quotidien, mais elle avait perdu son emprise complète. À la place, l'effort, la collaboration et l'ombre d'un projet prenaient beau forme. Camille retourna à Bordeaux, mais resta en contact étroit. Elle aidait à distance, elle envoya des formulaires, donna des conseils sur la présentation du projet à la mairie, orienta Claire vers une assistante sociale plus engagée. Elle contacta une association locale qui soutenait les initiatives rurales d'insertion et proposa que la ferme devienne un foyer temporaire pour femmes isolées avec enfants. En parallèle, Claire, avec patience et une volonté silencieuse, rassembla les documents nécessaires à la régularisation de sa situation, inscrivit les enfants à l'école de la commune et assista à toutes les réunions que la mairie lui proposa. La communauté, curieusement, réagit d'abord avec méfiance, puis avec curiosité, et enfin avec une forme de respect nouveau. Les premiers à changer furent les commerçants du marché, ceux qui voyaient Claire chaque samedi, vendant ses confitures, ses conserves, ses sirops de sureau et ses pots de crème de châtaigne. Puis, les voisines âgées commencèrent à lui apporter des bocaux vides, des pelotes de laine, des recettes anciennes. Une d'elles, ancienne institutrice, proposa d'aider Léa avec la lecture. Une autre, veuve d'un apiculteur, enseigna à Simon comment observer les abeilles sans se faire piquer. Pierre, de son côté, accepta sans le dire cette nouvelle effervescence. Il ouvrit des parties de la ferme longtemps condamnées. Il nettoya l'ancien atelier de son père, retapa la remise derrière la maison et dégagea un petit hangar que Claire transforma en pièce de rangement. Il construisit un nouveau composteur, agrandit les bacs du potager, installa un collecteur d'eau de pluie. Chaque clou planté était une façon de dire oui à cette transformation. Et un matin, ils virent arriver une camionnette blanche. Dessus, les lettres simples « Ensemble pour demain, association d'accueil rural ». 2 bénévoles descendirent, jeunes, enthousiastes, chargés de brochures, de sourires francs et de promesses d'aide. Ils prirent des photos, notèrent les mesures, parlèrent d'un microfinancement, d'une aide à la structuration du projet. Ils proposèrent des affiches, des formulaires simplifiés, un soutien juridique. Claire, d'abord prudente, se montra méticuleuse, posant chaque question avec précision. Elle ne voulait pas dépendre d'un miracle extérieur. Elle voulait comprendre, bâtir, participer. Pierre la regardait faire sans intervenir, impressionné par la rigueur avec laquelle elle défendait cette terre qui, en quelques mois, était devenue sienne. Avec l'approbation de la mairie, un dossier officiel fut ouvert. Une campagne de dons fut discrètement lancée sur une plateforme locale. En quelques jours, les premiers soutiens affluèrent. Des anciens du village, des familles des alentours, des inconnus touchés par le récit partagé par Camille sur les réseaux sociaux. Les sommes n'étaient pas immenses, mais suffisantes pour envisager des améliorations concrètes. Isolation de la grange, achat de matelas neufs, peinture, petit mobilier. Le plus symbolique arriva une semaine plus tard. La directrice de l'école de la commune, après avoir rencontré Claire et les enfants, accepta leur inscription provisoire. Léa fut placée dans la classe de CE2, Simon en CP. Leur premier jour d'école fut une épreuve silencieuse.
mais aussi un rite de passage. Pierre les accompagna jusqu'au portail, vêtu de son manteau en velours élimé, les yeux humides mais fiers. Claire resta à distance, la gorge nouée. « Tu sais qu'ils vont devoir raconter leur histoire, souffla-t-elle. Laisse-les choisir ce qu'ils veulent dire. Le reste, c'est nous qui le portons. » L'intégration des enfants se fit avec lenteur, mais sans heurts majeurs. Léa se lia rapidement d'amitié avec une fille aux cheveux bouclés qui habitait à 2 maisons de l'école. Simon, plus réservé, parlait peu mais souriait souvent. Il ramenait des dessins à la maison, des cahiers remplis de chiffres. Claire, chaque soir, lisait leur carnet avec une rigueur quasi militaire. La cuisine, elle, devenait un centre névralgique. Les bocaux, désormais étiquetés avec soin, portèrent le nom du projet. Les récoltes du cœur. Les ventes au marché augmentèrent. Une boutique de produits locaux à Tulle commença à commander régulièrement. Pierre avait du mal à croire que ses recettes, tirées d'un vieux cahier de sa mère, pouvaient maintenant faire vivre une famille entière. Mais plus que tout, c'était l'atmosphère de la ferme qui avait changé. Les rires ne se cachaient plus. On entendait les enfants chanter en allant chercher les œufs. Claire sifflotait parfois en lavant les bocaux, et même Pierre, dans un moment rare, se surprit à fredonner un air ancien en réparant la barrière du jardin. Les soirs étaient désormais ponctués de discussions autour de la table, de projets esquissés sur des feuilles volantes, de souvenirs partagés. Un dimanche, alors que le soleil baignait la cour d'une lumière dorée, Pierre s'arrêta près du vieux banc sous le châtaignier. Claire y était assise, les mains sur les genoux, observant les enfants jouer. « Tu n'as pas pensé à partir » demanda-t-il sans détour. Elle tourna la tête, le fixa longuement, puis répondit avec simplicité. « Je n'ai jamais eu autant l'impression d'être à ma place que depuis que je suis ici. » Il hocha la tête. Il comprenait. Lui aussi, pour la première fois depuis longtemps, se sentait à sa place. Non pas comme le gardien d'un passé révolu, mais comme l'ouvrier discret d'un avenir modeste et solide. La lumière de la fin d'après-midi filtrait doucement à travers les feuilles jaunies du grand châtaignier, dessinant sur la terre battue des formes mouvantes, comme autant d'ombres d'un passé désormais apaisé. La ferme, baignée dans une clarté paisible, n'avait jamais semblé aussi vivante, aussi pleine, aussi vibrante d'une énergie silencieuse. Il n'y avait pas de fête, pas de musique, pas de discours, mais dans chaque recoin, dans chaque geste, transparaissait une évidence. Quelque chose avait été sauvé. Et ce quelque chose n'était pas seulement un bâtiment ou un champ, mais une façon d'exister, un lien humain réhabilité. Pierre était assis sur le banc en bois, un outil posé à ses pieds, les mains jointes sur ses genoux. Il ne travaillait pas, pour une fois. Il regardait. Dans la cour, Simon faisait rouler une vieille brouette qu'il peinait à maîtriser. Léa dessinait à la craie sur le mur de pierre, esquissant une ferme entourée de cœurs, de fleurs et d'animaux souriants. Non loin, Claire disposait sur une grande table les pots de confiture encore tièdes, nettoyant chaque couvercle avec un chiffon humide. Elle avait le visage calme, presque radieux. Son silence était désormais celui d'une femme qui n'avait plus besoin de se cacher, mais simplement d'agir, de créer, d'être là. Cela faisait plusieurs semaines que la préfecture avait entériné la situation. Claire pouvait rester, les enfants étaient inscrits à l'école et le projet de ferme d'accueil solidaire avait reçu une validation officielle. Une subvention modeste avait été accordée pour démarrer, accompagnée d'un partenariat avec 2 associations locales. L'avenir n'était pas facile, ni garanti, mais il était là, tangible, concret. Pierre, homme de la terre, habitué à la lenteur des saisons, comprenait mieux que quiconque la valeur de cette promesse. Non pas celle d'un miracle, mais celle d'un travail continu, enraciné dans la patience. La transformation de la ferme n'avait pas été spectaculaire. Il n'y avait pas eu de grands chantiers, ni de rénovation tape à l'œil. Mais chaque recoin portait désormais la trace d'un geste nouveau. Une fenêtre nettoyée, une étagère construite, une haie taillée. Ce n'était pas seulement une question d'ordre ou d'entretien. C'était une manière de rendre hommage à ce lieu, de le respecter, de le prolonger dans le temps à travers l'usage. Camille revenait parfois le week-end, apportant des documents, des contacts, des idées. Elle n'avait pas changé son mode de vie, mais elle avait trouvé un rôle dans cette histoire. Elle en parlait avec fierté à ses collègues, partageait des photos des confitures sur les réseaux, évoquait la ferme comme un lieu de résilience. Pierre, sans le dire, lui en était reconnaissant. Il n'avait pas perdu sa fille dans le tumulte du monde. Il l'avait retrouvée, différemment. Claire, elle, ne parlait jamais du passé, ni de l'homme qu'elle avait fui,
ni des nuits passées dans des voitures abandonnées, ni des humiliations subies dans les centres d'accueil bondés. Elle n'avait pas besoin de raconter pour que l'on comprenne. Chaque geste qu'elle posait, cuisiner, planter, réparer, rassurer ses enfants, était une déclaration. Elle n'était pas une victime, elle était une bâtisseuse. Un soir, alors que le ciel s'embrasait derrière les collines, elle s'assit près de Pierre, les deux enfants déjà couchés. Ils restèrent un moment sans parler, regardant le jour décliner. « Tu penses que ça tiendra » demanda-t-elle. Pierre haussa les épaules. « Rien ne tient vraiment. Tout change, tout s'use. Mais ça, dit-il en montrant la maison, les arbres, le silence autour, ça vaut la peine d'être protégé. » Elle posa sa main sur la sienne doucement. « Merci de nous avoir laissés entrer. » Il tourna la tête vers elle, surpris par la formulation. « Ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte. C'est toi qui l'as franchie. Moi, je l'avais oublié. » Ils restèrent ainsi, la main dans une complicité muette, tissée de respect, de gratitude et d'une étrange tendresse née non de la séduction, mais du partage. Il n'y avait pas besoin de plus. Ce qu'ils construisaient ensemble ne cherchait pas à imiter un couple, une famille ou un modèle ancien. C'était un foyer, au sens le plus profond, un lieu où les êtres peuvent être eux-mêmes, se reconstruire, respirer. Avec le temps, d'autres femmes vinrent, pas tout de suite, pas en nombre, mais assez pour que la maison s'ajuste, s'élargisse, apprenne de nouveau à accueillir. Claire leur montrait les gestes de base, Pierre restait plus en retrait, mais toujours là comme une présence stable. Léa et Simon, eux, grandissaient vite. Ils parlèrent déjà de planter un pommier pour chaque nouvelle arrivée, pour qu'on se souvienne. Et Pierre, en les écoutant, sentait quelque chose d'inédit en lui. Il n'était plus seulement celui qui s'accrochait à la terre par habitude ou par obstination. Il vivait avec elle, en elle, pour elle. Il vivait à travers ses visages, ses voix, ses silences partagés dans la lumière du soir. Il n'avait pas retrouvé sa vie d'avant. Il en avait commencé une autre. Et dans cette autre vie, il y avait une place pour la douleur, pour la mémoire, pour la fatigue. Mais surtout, il y avait une place pour l'amour. Pas celui des mots, des promesses ou des gestes trop grands. Un amour de racines, de gestes silencieux, de présence constante. Ce foyer improbable, né du désespoir et de la nécessité, était devenu un refuge. Pas seulement pour Claire et ses enfants, pas seulement pour les futures arrivantes, mais aussi, et peut-être surtout, pour lui.